Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala jami' al-anbiya al-mursalin. C'est toujours un grand plaisir d'être avec les médecins collègues de la MGPA. Et maintenant, on traite l'actualité. L'actualité, c'est l'événement du séisme d'Al Hawz. Mais aussi, l'actualité, c'est la période critique durant laquelle passe la nation arabo-musulmane en Palestine, à Gaza et dans les autres villes de Palestine. Et nous pensons à tous les citoyens palestiniens. Nous pensons aussi à nos collègues, médecins, infirmiers, chirurgiens, qui souffrent et que les malades dans les différents hôpitaux de Gaza souffrent. Et une grande pensée à eux. Allah Ta'ala ya'awnoum yakun ma'ahum. Donc, la prise en charge psychologique des victimes de séisme. Donc, je vais m'empiéter un petit peu sur la présentation du professeur Nassik pour dire que l'événement n'est pas uniquement, ce sont uniquement les traumatismes physiques, mais aussi les traumatismes psychiques. Il n'y a pas uniquement les blessures physiques, mais encore il y a les blessures psychiques. Et je vais commencer par le commencement, en parlant de l'événement lui-même et qui va engendrer des conséquences psychologiques. Je vais essayer d'être un petit peu succinct. J'espère ne pas dépasser une vingtaine de minutes. Alors, dans la discipline de la psychologie, de la psychiatrie, il y a un créneau qui a émergé de la psychologie qu'on appelle le créneau du trauma. Alors, trauma, c'est un petit mot qui est abrégé, qui veut dire tout événement traumatique qui a touché la personne et qui, par la suite, en résulte des conséquences psychologiques. Et ce tableau psychologique ou psychiatrique n'est pas une maladie psychiatrique catégorisée, mais uniquement des répercussions de l'événement traumatique. Alors, on peut citer tremblements de terre, les inondations, actes terroristes, explosions, et ainsi de suite. Et aussi, on ne devra pas oublier ce qu'on appelle les accidents domestiques. Accidents domestiques, exemple, les plus courants, ce sont les accidents de la voie publique. Il va engendrer ce qu'on appelle un trauma. Et encore, il y a encore les accidents où il y a un événement traumatique. Ce sont les viols, les actes de viol sexuels. Et il y a beaucoup de victimes que nous voyons en pratique clinique. Alors là, je commence par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est l'événement lui-même. Et chacun de nous, il va avoir une situation particulière, il va avoir un comportement particulier pour contrarier ou pour confronter cet événement traumatique. Alors tout d'abord, il va passer par une situation d'alarme où le système nerveux central, il va alarmer tous les appareils, tous les organes du corps, pour faire face à ce danger, entre guillemets. Alors, l'individu lui-même, il va essayer de lutter, de résister. Alors, soit il peut réussir, bien sûr, ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation, ou parfois, il peut évoluer vers ce stade-là, c'est le stade d'épuisement ou d'échec. À ce stade d'épuisement et d'échec, apparaissent les symptômes, ce qu'on appelle les symptômes traumatiques. Alors là, voilà le séisme comme événement. Alors sur le plan temporel, il pourrait être limité, comme il pourrait être prolongé. Et on connaît que le séisme, c'est un événement ponctuel avec une horaire bien précise. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle le post-événement. Le post-événement, c'est l'ensemble des événements qui auront lieu après le séisme. À savoir, des informations très très négatives, les décès, les deuils, les blessures, je dirais encore la prise en charge psychosociale, l'hébergement, la nourriture, l'eau, la sécurité et ainsi de suite. Alors là, sur le plan qui est temporel, mais encore sur le plan psychologique, ça pourrait être une réaction qui pourrait être adaptée, comme la plupart des gens, et ça pourrait être une réaction qui ne pourrait pas être adaptée, qui pourrait être excessive, ou parfois je dirais nulle, on va voir. Une réaction excessive, ça pourrait être une agitation,
Et une réaction nulle, ça pourrait être un état de sidération. Un état de sidération dans laquelle, dans cet état-là, la personne, il rentre dans un état d'inhibition totale, avec refus de contact, refus de tout, je dirais, contact visuel ou physique ou autre. Alors là, nous aussi, nous faisons face à cet événement de stress, nous faisons aussi à ce qu'on appelle le coping. Alors le coping, c'est une stratégie individuelle que nous développons nous tous pour faire face à un stress ou à un événement stressant. Et chacun de nous, il est spécialisé, je dirais entre guillemets spécialisé, à développer des stratégies d'adaptation convenables à sa personnalité, convenables à ses convictions, à ses principes et convenables aussi à sa personnalité. Alors parmi les styles de coping qu'on connaît, il y a le style d'évitement. C'est-à-dire, on évite le danger, on évite la peur, on évite la situation stressante et on se met dans l'abri. Alors, autre situation, c'est autre stratégie, c'est la stratégie de confrontation. Autre stratégie, c'est la somatisation. Autre stratégie, c'est le coping religieux. Autre stratégie, c'est le coping de recherche de la quête, de la solidarité, de la compassion des autres, et ainsi de suite. Alors nous tous, on a des différentes stratégies d'adaptation par rapport à ce stress pour éliminer, pour éviter cette détresse psychologique et pour avoir une émotion, je dirais, une émotion possible dans la mesure des capacités de la personne. Et là, dans la capacité de la personne, il y a aussi le terme qui est souvent utilisé en psychologie, c'est le terme de la résilience. Le terme de résilience, c'est aussi un terme qui veut dire la capacité de la personne à faire face au stress et à rester, je dirais, toujours en ligne, c'est-à-dire ne pas éviter ce qui est évitement, ce qui est écartement, rester toujours en face de l'événement et à résister et à rester debout. C'est ça, les capacités de résilience qui devront être développées chez chaque personne. Bien sûr, nous tous, on confronte des événements plus ou moins stressants et on a des capacités de résilience plus ou moins importantes. Alors, je devrais faire vite, il est un petit peu tard, et je récapitule les réactions psychologiques par cette diapositive. Alors là, il y a des réactions psychologiques entre le premier jour et le troisième jour. Ils ne sont pas diagnostiqués. C'est-à-dire, quand vous voyez une personne au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour de l'événement, des symptômes traumatiques, ils ne sont pas considérés comme une maladie. Ils ne sont pas considérés comme un trouble psychologique. La plupart d'entre eux disparaissent avec le temps. Mais ceux qui seront reconnus par la nomenclature psychiatrique, ce sont les symptômes qui durent plus de 3 jours. Alors, si entre 3 jours et 1 mois, on appelle ça état de stress aigu, qui devra être pris en charge psychologiquement. Je dis psychologiquement. Alors, s'il dépasse 30 jours, jusqu'à 6 mois, alors on appelle ça l'état de stress post-traumatique. Et parfois, l'état de stress post-traumatique se chronicise jusqu'à au-delà de 6 mois. Et les interventions que nous faisons, c'est ne pas arriver à des symptômes psychologiques traumatiques au-delà de 6 mois. Ça, c'est le plus important. Alors, je parle très vite de l'état de stress aigu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a des symptômes qu'on appelle les symptômes dissociatifs. Alors, symptômes dissociatifs, c'est quoi? Et généralement, je ne sais pas, est-ce que vous avez des cas, parce qu'ils ne seront pas vus dans les cabinets, ils seront vus dans les hôpitaux, dans les services des urgences. Ce sont les gens qui viennent dans un état de sidération, je dirais en pseudo-confusion. Alors, ils n'arrivent pas à se reconnaître, ils n'arrivent pas à reconnaître le lieu, ils n'arrivent pas à établir des contacts avec le monde extérieur, et par la suite, ils sont dans un état de stupeur, d'étourdissement. Ils sont en état de recherche. Je suis où? C'est qui vous, les médecins, infirmiers, brancardiers, les secouristes? Alors, il arrive du mal à reconnaître le lieu et les personnes avoisinantes. Alors, ce qu'on appelle dépersonnalisation. Et encore, il y a un autre symptôme
qu'on appelle déréalisation, c'est-à-dire la personne victime a du mal à reconnaître le lieu environnant. Il voit le monde environnant de façon déformée. Voilà, mais Agadir, la vie d'Agadir, c'est pas ça. L'hôpital Hassan II, c'est pas ça. Le quartier où je vis, c'est pas ça. Le village où je vis, c'est pas ça. Alors, il voit toutes les choses autour de lui déformées ou d'une autre manière. Ce qu'on appelle déréalisation par rapport au monde environnement. Alors, parfois, il passe par des périodes d'amnésie ou une rupture qualitative de la conscience et qui est éphémère. Plus que ça, il y a une sorte d'inhibition psychologique, refus de parler, ou l'incapacité de parler, incapacité d'établir des contacts avec les autres, incapacité de manger ou de boire. Donc, ils sont dans un état de stupeur totale. Ça traduit l'état de stress aigu. Plus, il y a tout ce qui est somatique et surtout les réactions neurovégétatives de l'angoisse. Alors l'angoisse, on le connaît par sa traduction somatique sur le plan cardiovasculaire, sur le plan neurologique, sur le plan musculaire, sur le plan viscéral, digestif et autres. Et ça va déclencher une réaction d'alerte sur le plan neurovégétatif. On va voir des palpitations, une tachycardie, une oppression thoracique, une transpiration et ainsi de suite. Tout ça appartient à l'état de stress aigu. Généralement, ça cède au bout de quelques jours. Parfois, ça cède au bout de quelques heures. Et ça passe. Et ça dépend de certains paramètres. Je vais les citer par la suite. Alors, ce qui est grave, ce n'est pas l'état de stress aigu. Ce qui suit, c'est le PTSD, l'état de stress post-traumatique. Et l'état de stress post-traumatique, je suis sûr que vous les avez vus dans vos cabinets. J'en suis sûr. Si vous ne le voyez pas, vous avez passé à côté des diagnostics pour certains patients qui vont venir vous dire les choses suivantes. Je vais schématiser un jeu de rôle. Docteur, alors en transpirant, en ayant un soupir, il a du mal à vous raconter l'événement traumatique. Et dès que vous le questionnez sur le séisme, il commence à trembler. Alors, uniquement en commençant, en initiant la première phrase, on a entendu un coup, un son, ou le tremblement de terre, il commence à s'effondrer. Effondrement émotionnel, crise de larmes, réaction neurovégétative. Et encore, ce qu'il va vous dire dans votre bureau, c'est que à chaque fois qu'il entend un stimulus sonore qui ressemble au son du tremblement de terre, il va avoir des réactions neurovégétatives, une réaction de peur extrême. Quand j'avais examiné les malades à Taroudant, alors en train d'examiner les malades, et la voiture qui passe très vite, le fait sursauter. Un coup sur la porte ou un coup de téléphone, il sursaute. Alors, ce qu'on appelle la reviviscence du trauma et encore d'hyperréactivité à chaque fois qu'il y a un stimulus ressemblant au tremblement de terre, ce qu'on voit ici. Il y a des flashbacks, des scènes d'horreur qui se répètent et qui ne s'arrêtent pas. C'est comme des images que le patient n'arrive pas à les dégager de son esprit. Toujours, il pense aux images d'horreur, ses parents, je ne sais pas, décédés, traumatisés, fracturés, du sang, de l'hémorragie, des scènes d'horreur. Et tout ça, ça se pérennise, ça se chronicise de façon, je dirais, beaucoup plus que d'habitude, plus que 6 mois. Alors, vous voyez ici les souvenirs envahissants que le malade n'arrive pas à maîtriser, à les dégager. Aussi, les réactions dissociatives, dans un état de stupeur par exemple, l'évitement persistant des stimuli. Ça, c'est très très important. Puis, il y a ce qui est dégagement émotionnel
débordement émotionnel avec la tristesse, la dépression, l'angoisse, l'anxiété, les inquiétudes. Et je dirais la liste des symptômes et les langues. Sur le plan intellectuel, la pensée elle est envahie par le tremblement de terre, elle est envahie par les images, elle est envahie par le déroulement et surtout les détails du déroulement du trauma. Et ça, il n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est comme un syndrome obsessionnel. Alors là, il y a d'autres symptômes, que ce soit la tristesse, ici on voit la culpabilité. La culpabilité. Alors beaucoup de victimes, survivants, je dirais survivants, ils payent cash leur survie. Comment? Ils se culpabilisent par rapport à leur famille. Pourquoi j'ai laissé mes parents à la maison? Pourquoi j'ai amené mes parents à la maison au douar? Je n'ai pas laissé à la ville. Pourquoi moi, qui a survécu, et pas mes enfants, qui ont perdu leur enfant, qui sont jeunes? Pourquoi moi, j'ai survécu et pas mes enfants? Alors, une sorte de culpabilité qui s'installe et qui s'aggrave d'un jour à l'autre, et qui s'enracine dans la pensée du patient PTSD. Encore, il y a des symptômes neurovégétatifs, on en a déjà parlé, et encore des symptômes anxieux. Et là, à long terme, on va avoir des revendications ou des conversions par rapport à la réparation des dommages corporels. Ça, c'est très très fréquent, surtout dans les accidents domestiques, les AVP et ainsi de suite, pas dans les séismes. Et encore, il y a des troubles somatoformes ou troubles fonctionnels, à savoir des plaintes digestives ou des plaintes respiratoires ou des plaintes somatiques diverses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune explication anatomique ou physiologique et qui restent avec le patient. Alors là, on a un petit outil très très simple. Vous pouvez l'avoir dans votre cabinet. C'est pour diagnostiquer le PTSD. Alors le MINI, c'est un instrument de mesure qui a été validé par l'équipe de psychiatrie de Casablanca et dans lequel il y a des questions en réponse avec oui ou non. Oui ou non. Alors par exemple, je pourrais lire واش عمك عشتي او حضرتي شي حدث خطير بزاف اللي خلاله ماتوا شي ناس او يمكن يؤدي بك او يغيرك للموت او يحرجك او يجرحك او يجرح شي واحد من عائلتك. مثلا هذا c'est un exemple. Il y a à peu près une douzaine de questions, oui ou non, et si on arrive à avoir des réponses positives, plus que la moitié des questions posées ici, alors on va dire qu'il y a un diagnostic de PTSD. Alors, il y a d'autres manifestations psychologiques. Je passe très vite sur la psychose réactionnelle. Les psychiatres, on la connaît beaucoup. Des psychoses induites par l'événement traumatique. Ce sont des psychoses bénignes, ce n'est pas la schizophrénie, et qui prennent à peu près un mois de symptômes, puis ils disparaissent spontanément. Il y a encore ce qu'on appelle le syndrome subjectif des traumatisés crâniens, surtout pour les gens qui ont un point d'impact crânien et développent une symptomatologie psychiatrique et psychologique. Il y a encore certains qui développent soit une insomnie isolée ou des cauchemars isolés. Ça peut arriver, mais ça ne constitue pas une maladie bien catégorisée par la nomenclature psychiatrique. Alors, j'aimerais bien vous présenter cette étude de l'équipe du CHU de Casa qui a fait une étude rétrospective à propos des survivants du séisme d'Agadir de 1960. Alors, ils ont pris deux populations, la population survivante d'Agadir et une population qui ont vécu des autres drames, autres traumatismes, autres que le séisme d'Agadir. Alors, ils ont retrouvé une prévalence de PTSD tout à fait différente, ou je dirais, de la prévalence chez le groupe témoin. Alors, on arrive à ce qui est thérapeutique, et je commencerai par ce qui est psychothérapique. Alors, ce qui est psychothérapique, je rejoins l'intervention de mon collègue Oustad Nassik pour dire les blessures psychologiques devront elles aussi, prises en charge. Alors, on a des critères, on a des indices, on a je dirais,
des directives qui devraient être bien appliquées dans l'intervention psychologique. Même on a une organisation du système de soins psychologiques, comme ça a été dit par professeur Nassik. Alors tout d'abord, l'intervention devrait être sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain du séisme. Et l'action devrait être, bien sûr, devrait être immédiate, une action expectative, une action de proximité, une action de simplicité. Que cherchent les victimes, les survivants? Ils cherchent quoi? Ils cherchent la sécurité d'eux-mêmes, puis la sécurité de leurs proches, puis ils cherchent à être évités du danger. Ça, c'est l'objectif des gens qui sont survivants, qui sont victimes de séisme. Et on devrait être à l'appel, on devrait être présent à l'appel. Et pour répondre à leur appel, les écoles de psychologie, ils ont bien défini deux actions différentes. La première action, il s'appelle le debriefing, et la deuxième action, il s'appelle le diffusing. Alors le debriefing, on va en dire un petit mot. Je vous dirai dès maintenant, il est controversé. Il est controversé. Il est discutable. Est-ce qu'il est bénéfique ou pas? La Société scientifique française, toujours adopte la cellule médico-psychologique. À chaque fois qu'il y a un drame, un événement stressant. Même s'il est petit sur le plan espace, même s'il y a un seul élève qui a été tué, par exemple, dans un lycée ou dans une école, alors tout de suite, il y a une cellule médico-psychologique pour tous les élèves de lycée. Exemple, ce qui a été en France il y a quelques mois, je pense. Alors, je dirais quelque chose qui sont très très importantes pour les soignants. Et quand je dis les soignants, je dis tout le monde. Ce n'est pas uniquement les psychologues, les psychiatres. Tout le monde, même les sapeurs-pompiers, les secouristes, les médecins généralistes, les gens appartenant à la famille, devraient bien respecter certaines règles. Alors, l'attitude empathique, j'en parle pas, compréhensif et attentif. Alors, apportez les bons mots. Alors, parfois, on dit des mots qui ne sont pas à leur place. Exemple, soyez courageux. Kun shuja, kun qawi, kun kada, kun kada. Il est devant un événement traumatique. Il vient de perdre 5 membres de la famille. Et l'événement, il est tellement terrible qu'on ne peut pas. Là, au lieu de dire ça, on lui dit, oui, c'est vraiment, l'événement, il est terrible. C'est dur, c'est très dur. On devra mettre les mots à leur place et pas des mots qui vont minimiser la souffrance de la victime, du survivant. Alors, encore ça, le numéro 3, on ne devra pas le négliger. Il y a des gens survivants qui, 6 heures, 12 heures, 24 heures après le tremblement de terre, ils restent encore en doute. Est-ce qu'ils sont en danger ou pas? Est-ce qu'ils ont été écartés du danger ou pas? Là, il faut bien assurer le 3e point. Et encore dire que la peur, elle est légitime. C'est-à-dire, monsieur, mademoiselle, madame, si je suis à votre place, j'aurai la même peur que vous aurez maintenant. Avec le survivant, il se calme, il se réassure. Il a une peur légitime, totalement justifiée. Alors encore, une psychoéducation, c'est-à-dire ce que vous ressentez comme palpitations, tachycardie, suffocation, oppression thoracique, il n'y a rien de grave, c'est uniquement une réponse au stress. Et quand on le dit, on le redit, on dit, on le redit, et que ça va passer, ça va passer, ça va passer, le patient se réassure, bien sûr. Encore, bien sûr, donner l'information. Beaucoup de gens, de survivants, tellement angoissés, et parfois ils rentrent dans un état de stupeur parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des informations de leurs proches. Là, il faut donner l'information au temps réel. Et là, pour donner l'information, je vais réserver un créneau de temps, un petit peu de temps pour expliquer comment on annonce l'information des décès, maintenant, décès des proches, des parents ou autres. Alors, je commencerai par la première opération psychologique qui s'appelle le diffusing. Alors, si on cherche dans le Larousse en anglais, qu'est-ce que c'est le diffusing? C'est comme vous supprimez l'amorçage
de la réaction psychologique. En arabe, naza' al-fatil. Naza' al-fatil, pour que le feu ne se généralise pas. C'est-à-dire faire les premières interventions psychologiques pour que l'angoisse ne se généralise pas. Alors, il a une fonction d'engager un entretien de verbalisation des émotions. Ça, c'est le plus capital. Alors, la plupart des personnes qui sont venues dans vos cabinets, ils ont pris du temps à vous raconter. 11 الليل كنا جالسين يلا تنستعد باش نعس حسينا بواحد الصوت شفنا الحيوطات يتزلزلوا كذا وكذا الى السقف تيدور كذا الى اخره وقعت الام ديالي الاب ديالي ولدي كذا خرجنا كذا هذا طاح هذا تهرس هذا كذا allez en train de raconter c'est bien ne pas l'arrêter. Alors les psychologues se demandent, est-ce qu'on encourage les patients, les survivants à parler à propos de quoi? Alors, on les encourage à parler de l'événement, oui. Et parler aussi de leurs émotions. Alors, s'il arrive à parler de l'événement sans parler de leurs émotions, on a fait un travail, je dirais, négatif. C'est-à-dire, on a aggravé la réaction psychologique. Donc, gare à ne pas laisser les survivants parler uniquement de l'événement et de ce qui s'est passé. Non, parler de l'événement et parler d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Les émotions, on le laisse parler sur lui-même. Et ça, c'est la fonction du diffusing. Alors, les paroles sont... sans poser des questions, c'est-à-dire on ne fait pas un travail médical, d'entretien, non. Je dirais, il n'y a pas de règle dans le traitement. Mais on laisse le patient parler sans poser beaucoup de questions. Bien sûr, le temps limité avec l'écoute. Et encore, il faut éviter de tout dire aux victimes. Bien sûr, il y a des choses à ne pas dire au départ parce qu'on doit évaluer sur le plan psychologique. Je vais en parler dans l'annonce de la mort des proches dans la prochaine diapo, je pense, ou après. Alors, la deuxième opération psychologique mondialement reconnue, mais mondialement discutée. Il sert à quoi? Il sert à dénicher l'attitude, parfois, je dirais, la réponse des victimes, et aussi à dénicher encore le lieu de l'environnement où a eu le séisme. Ici, par rapport aux patients, il y a des choses qui sont capitales dans le débriefing, ce que font les psychologues français. Alors, les psychologues français, ils se concentrent sur l'attitude du soignant, bien sûr, face aux émotions et comment il interréagit. Ça, c'est très important. Et pour amener les patients, victimes et survivants, les amener à verbaliser, à parler. Et ça a été controversé parce qu'on dit que verbaliser trop, c'est-à-dire chroniciser le PTSD par la suite. Et maintenant, des écoles de psychologie, surtout les anglo-saxons, essayent de ne pas adopter cette attitude-là par rapport au débriefing. Donc, leur action est immédiate, le diffusing, et c'est tout. Alors que le débriefing qui peut se passer après le 3e jour n'est pas conseillé. Alors, des pièges à éviter chez les soignants, chez les intervenants, chez les sapeurs-pompiers. Quand on retrouve quelqu'un qui dissocie, ne jamais l'obliger à parler. C'est-à-dire, si on retrouve quelqu'un mutique qui ne parle pas, ne pas l'obliger à parler. 1. 2. Ne pas minimiser la réalité du vécu. Bien sûr, quand il parle, quand le patient dramatise, on doit dire « ah, c'est rien ». Non, on ne le dit pas. Encore, il y a des gens qui ne parlent pas. Ça, c'est les gens qui ont intervenu dans le séisme. Au sein de la population, au sein de la localité, il y a des gens qui parlent trop, il y a des gens qui sont retirés en arrière, ils ne parlent pas. Alors les gens qui sont retirés en arrière, ils ne parlent pas, eux aussi, on devrait voir leurs besoins. Parce que les gens qui sont sur la première ligne, alors ils revendiquent beaucoup de choses, ils revendiquent d'être soignés, ils revendiquent d'avoir des biens, ils revendiquent qu'on répare leurs dommages et ainsi de suite. Les gens qui sont derrière, ils sont dans le silence total,
ou parfois dans un état de sidération. C'est-à-dire, eux aussi, on ne devra pas les négliger. Alors, ne pas dramatiser un stress adaptatif et encore éviter une réassurance abusive. Et ça, c'est encore un geste qu'on fait parfois. Il amène à des résultats, je dirais, inverses. تهنا ما كاين والو راه كلشي بخير كلشي مزيان راه ما وقع والو كذا وكذا راه والديك في لاباس عليهم راه مازال حيين كذا وكذا. Non, on ne donne pas des informations هكذاك sans avoir la certitude. On donne l'information, c'est très 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 capital. Alors, les mots, il faut ne pas les dire. Soyez courageux, soyez forts et ainsi de suite. Alors, encore, il y a autre chose qui est capitale, c'est par rapport aux copines religieuses. Et là, beaucoup de gens qui sont victimes des événements, non seulement le séisme, utilisent le copine religieux. L'essentiel chez les médecins et chez les infirmiers aussi, ne pas minimiser leurs copines. C'est-à-dire, et surtout, ne pas ridiculiser ces patients-là. Alors, souvent les patients, ils vont parler du destin. Alors, on les laisse parler. Si le patient aime ça, et aime se ressourcer et mobiliser ses ressources spirituelles par rapport à cet événement traumatique, on facilite la voie. On facilite la voie. Mais on n'intervient pas. C'est-à-dire, on n'oblige pas les patients à utiliser ce copine religieux, mais si jamais ils l'utilisent, on l'encourage et on le fait verbaliser par rapport à ça. Alors, je passe très vite sur les sujets sidéréomythiques. Jamais il faut voir le côté somatique, le côté nutrition, le côté hydratation, parce qu'il arrive qu'il soit mythique et inhibé pendant une semaine. Là, on doit faire attention à ce côté-là. Et bien sûr, sur le côté psychologique, toujours, on doit le toucher, on doit l'appeler, et on doit même mettre un exemple, un verre d'eau. On ne met pas un verre d'eau à côté de lui, on passe. Non, on l'appelle par son nom et on met le verre d'eau à côté de lui. Parce que la plupart des professionnels de santé, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il est mythique, il est sidéré, il est dissocié, on ne lui parle pas. Il a besoin d'écouter ce que disent les autres. Parce qu'on sait que ce mutisme-là, il va se lever au bout de quelques heures. Alors que les infirmiers, ils font cette erreur-là. Ils posent les repas, ils posent un verre d'eau ou une bouteille d'eau, ils font des choses, même une piqûre ou un prélèvement, sans parler à non, c'est faux. On doit s'adresser à ces patients mythiques et verbaliser. Nous, on doit verbaliser qu'est-ce qu'on fait à eux. Je ferai un prélèvement, je ferai une piqûre, j'administrerai un traitement oral, je ferai un bilan, je ferai ça et à ça, je dépose le repas et je dis c'est votre repas et ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de consignes pour comment gérer la relation avec quelqu'un qui est sidéré ou mythique. Alors là, j'arrive à l'annonce des proches, et je pense que le professeur Nassik ou à l'hôpital Hassan II avait confronté ce problème-là, des gens qui sont hospitalisés dans les deux services de Hassan II et qui se demandent sur l'état de leurs proches, les parents, les enfants et ainsi de suite. Ici, il n'y a pas, je dirais, une orientation unique pour dire il y a des directives standardisées. Mais il y a quelque chose qu'il faut respecter. Tout d'abord, dans un endroit sûr, ne pas informer sur la mort des proches alors où il est encore en situation de danger. Parce qu'on est dans un lieu sûr. Ça, c'est la première condition. 2, il faut qu'il soit bien loin d'une réaction psychologique. En état de sidération, on ne lui dit pas. En état de réaction d'angoisse aiguë, on ne lui dit pas. En état de psychose aiguë, on ne lui dit pas. Alors, il se calme sur le plan psychologique. Par la suite, on lui dit l'information. Alors, au cas, qui va dire, qui va annoncer? Est-ce que le professionnel de la santé ou la famille? Ça, la question qui devrait être débattue. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé un consensus là-dessus. Mais, dans le cas échéant, un voisin. Si jamais il n'y a pas quelqu'un de la famille tout proche, si on ne retrouve pas quelqu'un de la famille tout proche qui va annoncer la nouvelle, alors une autre personne
qui doit être une personne de confiance, peut-être une personne de la santé. Ok? Donc voilà ce que j'ai retrouvé par rapport à l'annonce de la mort des proches du survivant. Et encore, il y a un cas particulier de l'enfant. Les enfants, comme on sait dans leur développement psychologique, ils ont besoin d'une figure de sécurité. La figure de sécurité, ce sont les parents. Les parents, ils ne sont pas là. Donc, il doit avoir un substitut. Alors, la prise en charge psychologique devra se focaliser beaucoup plus sur les enfants que les adultes. Et aussi, voir qu'il y a des symptômes psychologiques très très particuliers à l'enfant, les troubles alimentaires, les troubles sphinctériens, des réactions d'angoisse aiguë très particulières, et encore on devra avoir je dirais une stratégie d'adaptation avec les jeux, avec tout ce qui est ludique, pour encourager les enfants à surmonter ces difficultés psychologiques. Alors, le traitement de fond se base sur la TCC et sur le MDR. Alors, la TCC et le MDR, ce sont deux psychothérapies qui sont validées sur le plan international. Et encore dans le traitement de fond, il y a le traitement antidépresseur. Alors, je vais en parler tout de suite. Et le traitement médicamenteux, bien sûr, il n'est pas fortement, obligatoirement indiqué. Alors, il y a des étages, il y a des pas à franchir. Alors, le premier pas à franchir, ce sont les bêta-bloquants. Alors, quand je vais traiter une réaction psychologique anxieuse, je devrais commencer par le plus simple, en allant vers le plus compliqué. Alors, le plus simple, il y a les bêta-bloquants, bien sûr, parce qu'ils ont démontré une efficacité sur la reviviscence, sur le PTSD, et une efficacité sur l'hypervigilance de ces patients-là. Alors, bien sûr, en respectant les contre-indications. Alors, deuxième pas, il y a l'hydroxyzine. L'hydroxyzine aussi avec ses contre-indications, surtout l'adénome de prostate et le glaucome. Et bien sûr, l'hydroxyzine, avec les doses qui sont connues, pourrait, je dirais, résoudre le problème de l'angoisse aiguë l'instant même. Alors, troisième alternative, ce sont les benzodiazépines. Les benzodiazépines, il a été décrit dans la littérature qu'ils effacent, bien sûr, qu'ils induisent une amnésie. Mais beaucoup que ça, je dirais, il diminue la capacité d'adaptation au séisme. C'est-à-dire, il favorise le PTSD plus tard. D'où il y a une indication, il y a des conseils, il y a des directives à ne pas utiliser les benzodiazépines systématiquement. Alors, si on prescrit les benzodiazépines, bien sûr, on devra choisir les benzos à demi-vie longue. Surtout ceux qui dépassent les 50 heures, parce qu'il y a moins de dépendance, et éviter les benzodiazépines à demi-vie courte, les voilà, éviter à tout prix. Alors, un autre pas d'escalier, si on n'arrive pas à gérer sur le plan médicamenteux, on passe aux antidépresseurs qui sont traitements de fond. Alors, traitement de fond pour le PTSD, pas pour le stress aigu. Alors, les antidépresseurs qu'on privilège, ce sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Vous connaissez certaines molécules. On préconise la paroxétine, 20 à 40 mg, et la sertraline. Deux IRS les mieux indiqués dans les troubles anxieux, y compris le PTSD. Un traitement entre 6 mois et 1 an. Aussi, il y a les RC1, comme la venlafaxine, 75 mg à 150 mg. Voilà. Donc, voilà les antidépresseurs qui sont indiqués. Alors, une astuce, si vous ne voyez pas un patient qui complète les critères diagnostiques de PTSD, ce n'est pas la peine de prescrire les antidépresseurs parce que on n'a jamais démontré dans la littérature que les antidépresseurs préviennent le PTSD. Alors, dernier recours, on peut utiliser les antipsychotiques à faible dose. Et bien sûr, pour les symptômes qui sont, je dirais, individualisés. Cauchemar, insomnie isolée,
angoisse isolée, et ainsi de suite, sans avoir les signes de PTSD. Alors, on peut avoir recours à l'olanzapine à 2,5 mg, ça marche très bien. La risperidone à 1 mg, ça marche très bien. Aussi la quetiapine à 25 mg. Et ça donne de bons résultats. Alors là, ce sont des antipsychotiques qu'on peut prescrire par rapport à ces cas-là. Donc, on retient cette hiérarchie, on la retient ici, dans ce traitement médicamenteux, bêta-bloquant 1, hydroxyzine en deuxième intention, troisième intention benzodiazépine, très discutable, les IRS comme traitement de fond. Et le neuroleptique à faible dose si jamais il n'y a pas de réponse à ces réactions psychologiques. Donc, dans ces diapositives, j'ai mis un bref résumé sur les réactions psychologiques de la prise en charge. Commençons par les facteurs prédictifs, par les symptômes spécifiques, reviviscence, les flashbacks, l'hypervigilance, l'hyperactivité neurovégétative. Avant 30 jours, c'est un stress aigu. Après 30 jours, c'est un PTSD. Après 6 mois, c'est chronique. Et encore, les deux interventions psychologiques, et on met l'accent surtout sur le diffusing et le traitement médicamenteux. Donc voilà, grosso modo, mon intervention par rapport aux réactions psychologiques et à la prise en charge. Et je vous remercie.